fille. Est-ce que vous pensez que depuis que ce mouvement prend quand même de plus en plus d'ampleur, est-ce qu'il y a une recrudescence en fait au niveau de la consommation de tout ce qui est perruques, cheveux d'appoint en fait, qui sont une déformation en fait des cheveux d'appoint d'origine? Je pense que j'ai eu envie de faire cet autre ouvrage donc qui parle de l'Égypte antique à nos jours, pour ne traiter que la question des faux cheveux, ce qu'on appelle, donc j'ai traité, j'ai pas voulu garder l'expression faux cheveux, ça fait, parce que chez les Égyptiens, les Remetou, on ne parlait pas de faux cheveux, on parlait de cheveux d'appoint, d'ajout, de rajout, d'extension, etc., qui pouvaient, comme je l'ai dit, être faits avec des végétaux d'autres matières. Et parfois, il y avait des cheveux humains, leurs cheveux dedans, mais ça n'était pas systématique. Une fois qu'on arrive, donc nos femmes, dans ces livres-là, si vous voulez, les contenus vont se rapprocher à un moment donné. Parce que je parle là à partir d'un peau noire, à partir de l'esclavage, et dans celui-ci, je parle de l'origine de la civilisation kamite. Et là, on voit donc comment les femmes portaient leurs cheveux, étaient fières, c'était des reines, c'était des personnalités, même quand elles étaient plus pauvres, elles portaient des perruques en laine. Vous voyez, c'était de la laine, c'était pas des cheveux. Et c'était des tresses avec les bouts bouclés, hein, comme chez les Rastas aujourd'hui, dans les locks, on trouve ça. Donc vous voyez, d'ailleurs c'est Tchekanta qui a ces photos et qui dit que ça rappelle le djembe, le djéré des femmes sénégalaises d'aujourd'hui. Donc depuis des millénaires, parce que ça ce sont des coiffures de au moins 3000 ans, mais pour le peigne afro, je suis remontée à 6000 ans. J'ai trouvé un livre qui s'appelle 6000 ans de peigne afro en anglais. Donc, ce sont des... Voilà, elle se faisait des sortes de rajouts qui étaient faits en matière naturelle et qui ressemblent à des choses qu'on trouve aujourd'hui, mais qu'on fait avec des cheveux en plastique ou des trucs comme ça, et qui laissent penser que ce sont des cheveux... Alors, on a aujourd'hui, donc, une fois que les femmes... Et c'est pour ça que c'est un peu un effet pervers. Une fois que beaucoup de femmes ont-tu compris que finalement les défrisants, la soude caustique, ces produits chimiques très agressifs leur abîmaient le cuir chevelu et le cheveu, parce que ça, à mon avis, du mouvement Napi, c'est une leçon qu'elles ont bien apprise. Elles ont bien compris que c'était très néfaste sur le plan de la santé, parce que quand je l'ai dénoncé dans Peau noire, cheveux crépus, j'ai parlé d'un problème de santé publique. C'était pour cette raison que je voulais aussi attirer l'attention des gens sur ce phénomène. Et il y a eu beaucoup de reprises de cette thématique, et ça a mis, j'allais dire, la puce à l'oreille de beaucoup de femmes qui étaient un peu aveuglées par cette pratique, et elles ont décidé de laisser donc leurs cheveux, mais elles n'ont pas encore leurs cheveux naturels, mais de les cacher du coup sous les perruques. Donc l'étape qui leur reste à franchir, c'est d'enlever la perruque et de laisser vivre leurs cheveux. Et moi je ne sais pas si avec ce nouveau livre, elles vont arriver à franchir ce cap-là, mais ce qui est important, c'est que du coup, elles arrêtent l'intoxication par les produits chimiques, mais elles se couvrent les cheveux du coup. Par contre, on a, après, avec le mouvement Napi, on a une grosse composante de nos femmes qui assument leurs cheveux, qui sont heureuses, qui trouvent, parce qu'à côté du travail sociologique, il y a eu beaucoup d'apports des cosmétologues, des personnes comme vous qui inventez des marques à partir de produits qu'utilisaient nos ancêtres, qui sont doux, qui ne sont pas alcalins, qui n'abîment pas le cheveu, puisque le cheveu crépus a moins de sébum que les autres. Ça ne signifie pas qu'il est inférieur aux autres, ça signifie qu'il faut bien connaître sa nature, sa structure, pour lui apporter les produits dont il a besoin. Donc du coup, on a plusieurs phénomènes qui s'entrecroisent, on va dire, qui interfèrent pour dire oui, le travail autour du cheveu, du refus du défrisage a porté ses fruits,
mais on cache son cheveu sous des perruques ou des postiches, on les garde nature, mais du coup on ne les affiche pas. Et donc le travail qui reste à faire, c'est ça. Et puis chez les personnes qui ont bien compris qu'il faut de bons produits, les bons traitements pour que le cheveu s'épanouisse, eh bien on a de plus en plus de jeunes, de personnes, de cosmétologues qui travaillent à trouver des produits qui vont, on va dire, permettre aux cheveux de s'épanouir, de le sentir beau et que les porteuses, comme je les appelle, sentent qu'elles sont belles quand elles portent ça et pas quand elles sont cachées sous des perruques. Vous, en tant que chercheuse, est-ce que vous avez constaté l'impact des publicités incitant les femmes à s'identifier aux femmes caucasiennes? Est-ce que l'impact est plus fort en Afrique ou dans les Caraïbes? Est-ce que vous avez... Non, moi je pense que... C'est-à-dire, ce qui est important, c'est vrai, il faut voir aussi à quel niveau de population on s'adresse, c'est-à-dire en termes d'éducation, de formation, de compréhension. On a des gens qui sont de milieux sociaux différents. Le problème que nous avons dans nos peuples, c'est que ce sont les télés des Blancs, les médias des Blancs, qui envahissent notre espace, nos espaces, qu'ils soient à Kama ou bien dans la Caraïbe, et nos gens sont en permanence exposés à la blancheur. La femme, donc tous nos hommes rêvent de femmes blanches, parce qu'ils ne voient pas des femmes noires dans les médias, donc ça n'a pas de prestige, c'est pas important. Donc ils veulent tous des femmes blanches. Les femmes noires Camille, veulent toutes des longs cheveux qui se déroulent en vagues sur le dos, qui se secouent. Elles veulent des peaux claires parce qu'elles ne voient que ça. Du coup, comme il n'y a aucun média qui valorise ce qu'elles sont naturellement, eh bien, elles vont développer une représentation de la beauté, déjà qu'on leur dit, elles vont développer une représentation de la beauté qui va essayer de s'identifier à ceux qu'on leur montre dans leurs médias. Puisque dans les régions éloignées d'Afrique notamment, le beau, l'esthétique, la civilisation, la modernité, c'est l'Europe. Et les Européens jouent à fond sur ce phénomène dans la mesure où dans leurs médias, ils mettent ce qu'ils ont de meilleur. Alors que dans leurs médias, concernant le peuple kamique, ils mettent ce qu'ils ont de pire. Donc c'est pour cela qu'il faut comprendre le rôle incroyable et violent que jouent les médias occidentaux dans la déconstruction de l'identité africaine de kamique noire d'une manière générale. Donc qu'on soit ici au fin fond de l'Amérique centrale ou de je ne sais où, les gens qui ont bien compris essayent de ne pas exposer leur population, leurs fillettes, leurs enfants à ces télés où on ne voit que des blancs. Donc, forcément, vous avez lu, vous avez entendu les effets incroyables et durables le fait d'exposer des gens à ce qu'on appelle des stimuli qui sont très différents d'eux. Du coup, ça crée chez les personnes un besoin de s'identifier et forcément, puisqu'on est très différents en termes de couleur et de texture, un besoin de trouver le moyen de se rapprocher de ce qui devient un modèle. Dernièrement, dans les médias, on voit beaucoup dans les concours de beauté, notamment la Miss Univers ou Miss Monde, c'est des femmes noires. Ouais. Bien qu'on aimerait aussi qu'il y ait des intellectuels qui soient mis en lumière dans les médias, mais est-ce que vous pensez que c'est aussi justement cette image de voir qu'on dit que la plus belle femme du monde est noire, est-ce que ça peut aider aussi peut-être la femme kamite à voir que finalement la femme noire est belle en fait et à s'assumer? Moi, je suis absolument opposée d'abord aux lectures qu'on en fait. Le monde blanc qui choisit les femmes noires, entre guillemets, ne choisit que des femmes métisses. Moi, j'aurais aimé voir l'autre type de femme noire. Parce qu'on dit, à part Miss Univers, qui vient d'Afrique du Sud, elle-même n'est pas une femme noire d'ébène.
Moi, je n'ai rien contre le fait qu'on choisisse des femmes métisses ou pas. Moi, on me qualifie de métisse, je ne sais pas ce que c'est, parce que je ne me définis pas comme ça. Mais sur le plan du type de personnes, on choisit des personnes qui sont typées, qui ne sont pas typées trop africaines. Et ça, il faut qu'on attire l'attention des gens sur ce phénomène. Par ailleurs, on parle de femmes noires, mais de laquelle? Je ne vois rien qui représente le continent africain en termes de bijoux, en termes de coiffure, en termes de manière de vivre la beauté, l'esthétique. Je ne vois que des femmes habillées par des Occidentaux et qui sont jugées par des Occidentaux à partir de critères occidentaux. Donc quand on instrumentalise un corps noir ou métis pour dire que ça représente la femme noire, on trompe les gens. Et le problème, c'est que les 3/4 des gens ne le voient pas. Il y a des gens qui sont tellement heureux, ou des femmes tellement heureuses, qu'elles se roulent par terre en se disant « enfin, on reconnaît notre beauté ». Mais quelle beauté voulez-vous qu'on reconnaisse? Et est-ce que les gens qui font ça pensent que définitivement, il y a de ce qu'on appelle chez nous du caca de calebasse dans nos têtes, et qu'on n'a pas de cervelle qui réfléchissent et qui comprennent un peu ce qui est en train de se jouer. Donc si vous voulez que ces femmes-là représentent une beauté africaine, il faut d'abord, enfin une beauté universelle, il faut qu'on reconnaisse à l'Afrique une place dans l'universel. Il faut qu'on reconnaisse qu'elle a ses marques, ses canons de beauté, qu'elle a ses textures et ses couleurs particulières, qui sont le beau, parce que quand vous allez dans les soirées en Afrique où les femmes, à part les postiches, puisque malheureusement c'est une tragédie un peu qui se continue, mais il faut qu'on travaille à les désaliéner un peu, excusez-moi d'être un peu direct, mais c'est le terme. Non, mais et puis il faut qu'on aille plus vite parce qu'on va trop lentement sur ces problématiques-là. On a le continent à sauver, qui est pris d'assaut par tous les prédateurs que vous savez. Donc il faut qu'on sorte de ces histoires de corps et de cheveux parce qu'il faut les régler pour qu'on soit en paix avec soi-même. Mais il faut aller de l'avant, traiter d'autres choses. Donc, chers amis, je suis directe, excusez-moi. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quand vous jugez de ce que les Occidentaux décident qui sont pour vous des canons et qui sont des femmes qui représentent soi-disant Miss Univers, je n'ai rien vu sur Miss Univers que j'ai trouvé fabuleusement belle, mais pas pour ce qu'on m'a dit. On m'a dit, mais elle a les cheveux crépus, tu t'en rends compte? Parce que les cheveux crépus, je rappelle aux gens qui l'ont oublié, c'est ce qui pousse naturellement sur la tête de la femme noire. Alors qu'on vienne me dire que c'est un critère, je suis affolée. Et je suis affolée que nous-mêmes, nous reprenions ces arguments-là. Bon, donc ça c'est une chose. Deuxièmement, elle était magnifique, mais dans des tenues occidentales. J'aurais aimé la voir dans d'autres... Toutes les autres qui sont arrivées après, qui étaient soi-disant des Miss France, des Miss ci, ça, ce sont des occidentales. Ce sont des occidentales colorées. Maintenant, on espère que dans le monde de la mode, on va respecter un petit peu plus l'Afrique, par exemple, si c'est de cela qu'il est question, et qu'on habillera, qu'on demandera aux gens de mettre, par exemple, de porter la tenue traditionnelle de chez elle, le bijou, le je ne sais quoi, la coiffure, qui est jugée selon leur canon, le canon du beau, qui est jugé beau ou belle, etc. Donc, sur cette question-là, deuxièmement, il faut qu'on fasse très attention. On nous dit que les métis sont des noirs, je suis d'accord, parce que moi-même, je me définis comme une femme noire. Mais je ne veux pas faire des concours pour laisser les gens choisir des métis et dire que ça, c'est une femme noire. Je voudrais que les gens qui disent ça, les femmes noires surtout, qu'elles soient très attentives au modèle qu'on présente comme étant modèle de beauté noire et qui efface la femme noire plus typique. La femme noire, ébène, elle est effacée. Celle qui a ses cheveux, c'est toujours des métisses avec les cheveux en tortille, c'est toujours des peaux plus ou moins claires. Et moi qui vous dis ça, c'est moi, on me prend pour une métisse. Mais je ne suis pas dans ces considérations-là. Je voudrais que nous travaillions à donner à toutes nos femmes leur chance. Et pas qu'elles se lisent, encore une fois, d'abord les plus noires à travers les blanches, ensuite à travers les mulâtresses, et aujourd'hui à travers celles qui sont à la fois mulâtres et puis un petit peu brunes, et puis etc. Il faut que nous ayons cette exigence et que nous sachions faire la part des choses. Les métisses
dans nos sociétés racistes et racisées et racisantes et racialistes, ne sont pas traitées tout à fait comme des femmes noires, d'ébène, avec les cheveux crépus. Donc, on ne joue pas avec ces choses-là et on ne crée pas d'amalgame dans la tête des gens et on dira que s'il y a un combat à mener pour la femme noire métisse, eh bien, il faut que ce combat, que la femme métisse elle-même, ne prenne pas toute la place en disant « oui, je représente la femme noire ». Non, parce que dans la société, sur le plan social, elle est traitée différemment. Elle a plus d'opportunités de réussite que la femme noire. Donc, moi, je suis absolument opposée à ces concours, à ces lectures amalgamantes et à ces injustices que nous-mêmes reproduisons. Donc, mon regard est très aigu quand je juge ce genre de choses, très pointu, parce qu'il y a une catégorie de femmes qui continuent à se défriser parce qu'elles trouvent qu'elles ne sont pas belles, qui continuent à se cacher les cheveux parce qu'elles trouvent que leurs cheveux, personne ne leur donne l'opportunité de porter. Alors quand elles ont des perruques maintenant, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent des cheveux un petit peu entortillés, des perruques avec des cheveux entortillés. Donc ils représentent un peu les cheveux métissés. Voilà. Et donc on est dans des problématiques qui restent cruciales et il faut qu'on soit vigilante et il faut qu'on donne à toutes les femmes leur chance. Les femmes métisses pour le moment ont plus de chance que les femmes que je dis noires entre guillemets, métisses qui sont noires entre guillemets. Il y a une autre catégorie de femmes noires qu'on ne voit pas. Alors moi j'ai une dernière question, c'est par rapport à la formation que vous proposez en partenariat avec l'association Mérou. Oui. Donc la problématique de l'estime de soi chez les Kamites du continent et de la diaspora. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de manière brève pour ceux qui s'intéressent à la question? Oui, merci pour cette question-là. Le travail les problématiques que je travaille moi sur le plan sociologique et psychosociologique, ce sont, je remue en fait beaucoup de situations, enfin je les passe en revue, je vois les discours des gens parce que je cite quand même aussi des femmes, des personnes, même des hommes dans peau noire qui souffraient le martyre de leurs cheveux, qui ont tout essayé pour se défaire de leur vrai corps, de leur texture et au fond ce qu'on dit et que les gens qui nous ont mis dans cette situation répètent, c'est que on est vraiment complexé, on n'est pas bien, le noir il n'est pas bien, il n'est pas sûr de lui, il n'est pas fier de lui. Et c'est vrai, dans ses actes, dans ses manières de faire, il montre ou elle montre qu'elle trouve les autres toujours plus beaux, plus grands, plus forts, plus intelligents que la civilisation européenne qui a tout pris d'ailleurs à l'Égypte antique, et bien tout d'un coup, c'est elle qui se trouve investie de toutes les considérations qui sont, j'allais dire, apologétiques. Voilà. Donc du coup, beaucoup de nos gens vont faire des formations dans le système dans lequel ils sont sur l'estime de soi. La question qui se pose, c'est est-ce que un Européen qui va faire un cours avec vous en estime de soi a besoin des mêmes choses que vous? Est-ce que vous qui êtes écrasé par la domination de son système, de sa culture, de ses canons esthétiques, de sa modernité, de tout ce qu'il vous impose, notamment de la relation qu'il entretient avec votre continent, est-ce que cette personne-là vit le manque d'estime de soi ou les problématiques qui sont liées à ça de la même façon? La question c'est, nous pouvons toujours prendre des choses qui existent dans le système dans lequel nous vivons, mais il nous faut faire très attention. Comme pour les questions de qui est noir, qui n'est pas noir, est-ce que cette noire métisse représente la noire, on va dire la noire ébène, est-ce que on est toujours dans des amalgames, des confusions comme ça. Moi, depuis le temps que je travaille sur nous, je me rends compte que beaucoup de gens vont se perdre dans toutes les directions pour chercher à se guérir de manque de confiance en soi, d'estime de soi, de malaise, et que ces personnes-là ne vont pas frapper aux bonnes portes, ni aux bons endroits, ni au bon moment, et qu'elles continuent à dépenser par exemple beaucoup d'argent pour faire, par exemple, je l'ai vu chez nous dans la Caraïbe,
des petits séminaires d'un week-end à 1200 € pour juste qu'on leur explique que oui, l'estime de soi, c'est prendre telle posture, c'est parler de telle façon. Le système n'est jamais interrogé, leur propre histoire n'est jamais interrogée, parce qu'on peut interroger l'histoire familiale, mais l'histoire familiale, elle s'inscrit dans l'histoire du peuple. Donc on ne peut pas décider comme ça que oui, on va travailler sur votre histoire familiale. Et puis on fait le blackout sur tout le reste. Or, précisément, l'histoire familiale, surtout chez nous, est ce qu'elle est à cause de l'esclavage, à cause de la déportation et à cause du fait que même dans nos familles, les mamans, elles vont favoriser, privilégier les enfants qui sont les plus métis et défavoriser, dégrader les enfants qui sont les plus foncés de peau. Et je peux vous donner des tonnes d'exemples dans la Caraïbe, chez nous, de gens qui font ce genre de trucs, et d'enfants, de frères, dans les fratries, de filles qui vont vous dire, oui, moi, maman, elle a toujours préféré ma soeur qui était plus claire, ou bien, oui, mon frère était ceci, enfin, des questions donc, du colorisme qui détruit dans les fratries même, les relations fraternelles que ces gens-là devraient avoir entre eux. Et comme il y a eu des jalousies, parce que les préférences créent des jalousies au sein même de la famille, comme il y a eu beaucoup de jalousies, eh bien vous avez des fratries qui sont abîmées, cassées, détruites à cause de ça. Donc moi, le travail que je veux montrer, montrer un peu comment on peut essayer d'entrer dans les questions d'estime de soi, de confiance en soi, à partir de son histoire, et ce que ça va nous exiger de nous comme déconstruction de schèmes mentaux qui sont arriérés, éculés, et qui sont aussi construits sur beaucoup de frustration. Mais comme il faut vivre, survivre parfois et se dépasser, eh bien on laisse de côté, on enfouit sous le tapis toutes les poussières qui nous mettent un peu des fils, qui nous donnent du fil à retordre, et puis on dit qu'on va de l'avant. Donc on va faire des petites formations chez les Occidentaux à la va-vite, et on n'a rien compris, parce qu'on n'est pas allé à la racine des mots qui nous touchent et nous empêchent de cultiver une véritable estime de nous-mêmes. Donc c'est la formation que nous proposons en collaboration avec Merio. Okay. En tout cas, je pense que dans la vidéo, on va mettre les informations pour s'inscrire et puis peut-être ce flyer-là. On va trouver un moyen de le mettre dans la vidéo. En tout cas, merci beaucoup pour l'interview. Nous, je crois qu'on a beaucoup appris juste par les réponses. Merci. Et puis, voilà. Merci à vous.